Aujourd'hui, direction la ferme de la Tremblay, sur la commune de la Boissière-École, en bordure de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Avec ses 200 vaches laitières, 500 chèvres, 180 hectares de SAU et près de 300 hectares cultivés avec les exploitations voisines, la ferme se distingue par son modèle complet et innovant. Patrice, fondateur de Vital Concept, part à la rencontre de Baptiste, gérant de cette exploitation hors du commun, pour découvrir comment ils allient biodiversité, innovation et technicité afin de valoriser l'intégralité de leur production en produits transformés directement à la ferme. Baptiste, bonjour. Bonjour. Tu vas pouvoir nous présenter maintenant qui tu es, où on est, et puis l'exploitation dans sa globalité pour ensuite parcourir tout ça ensemble. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci d'être venu et nous rendre visite au sud-ouest de la région parisienne. C'est vrai que la ferme de la Tremblay, c'est une ferme un petit peu atypique, pionnière, innovante d'un point de vue agroécologique. Et je pense que c'est important de rappeler d'où vient l'élevage laitier chez nous. La ferme existe depuis 1967. C'était une ferme céréalière uniquement. Le constat a été fait qu'il y a beaucoup de forêts autour. Et s'il y a beaucoup de forêts, c'est que les sols sont relativement pauvres. Notamment très riches en sable. On a plus de 60% de sable dans nos sols ici. Donc des sols très séchants. Avec des sols très séchants, voire très humides en hiver aussi, et peu de matière organique. Et un des moyens efficaces, rapides et vraiment sur du long terme d'avoir de la matière organique, c'est l'élevage, et notamment les vaches laitières. C'est comme ça qu'elles sont arrivées au début des années 70 et que l'émergence du lait et de la transformation fromagère a suivi. Ok, donc dès le début, la production autour d'un troupeau laitier de vaches, transformation laitière dès le départ également? Alors pas tout à fait dès le départ, déjà de la vente de lait comme ça pouvait se faire, du lait cru en bouteille, mais très rapidement la transformation fromagère a fait partie de notre ADN au sein de la ferme. Ok. Et aujourd'hui, donc la ferme de la Tremblay, c'est quoi? C'est vrai que cette ferme, elle est vraiment innovante de par la diversité des activités qu'on a. La ferme de la Tremblay, aujourd'hui, c'est un troupeau de 200 vaches laitières, plusieurs races dans le troupeau, mais c'est aussi des chèvres laitières, et puis nos surfaces agricoles et celles d'agriculteurs voisins qui sont nos partenaires pour produire les fourrages et céréales à destination du troupeau. Quelle est la SAU de l'exploitation? On a à peu près 180 hectares de terres agricoles et on cultive plus ou moins 300 hectares avec les voisins en partenariat, ce qui permet d'avoir 95% de l'alimentation de notre troupeau qui est produite à moins de 10 km de la ferme, donc de l'ultra local, y compris dans la production fourragère. Que ce soit pour le troupeau laitier ou pour les chèvres. Exactement, oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble du lait produit à la ferme est transformé à la ferme. 7 jours sur 7. On produit du lait 7 jours sur 7, on transforme du lait 6 jours sur 7 environ. Mais en tout cas, tous les jours, on a des fromages à s'occuper. Et donc, on fabrique des fromages, des yaourts, du fromage blanc, de la crème et du lait qui sont commercialisés en local, mais aussi chez les crémiers fromagers en France et dans les plus belles tables d'hôtels-restaurants et les plus belles crèmeries à travers le monde. Ah, bravo! Donc on est vraiment dans une logique de filière. Totalement. Du pré, en passant par la production jusqu'à la cuillère des consommateurs. Jusqu'au produit fini, où nous on revend aussi à la ferme avec une boutique, donc un lien direct avec nos consommateurs. Et on aime bien avoir cette vision très globale et très large. Et c'est vrai qu'on a intégré depuis 2006 les énergies renouvelables au sein de la ferme de la Tremblay. Et aujourd'hui, grâce à une chaudière bois et à la méthanisation agricole, on est 100% autonome en énergie renouvelable et on produit même 40 à 50% d'énergie en plus que ce qu'on autoconsomme. On réinjecte dans le réseau et on revend aussi de la chaleur à des entreprises du village. C'est ce que moi j'appelle une ferme à énergie positive. Ouais, bien, bravo. Parle-nous un petit peu de ce bâtiment qui est quand même le dernier gros investissement de la ferme de la Tremblay qui a marqué un cap important dans la structuration de la production laitière pour aborder le futur dans les meilleures conditions possibles. C'était quoi votre objectif au départ? Ouais, c'est très bien dit, c'est totalement ça. Ça fait depuis les années 70 qu'on a des vaches laitières, que le troupeau a grandi, s'est développé, et je pense que comme beaucoup d'élevages, ça s'est agrandi avec un bâtiment par-ci, un autre par-là, dans un point pas au même niveau. Et au bout d'un moment, on est arrivé en 2020 avec une réflexion totalement nouvelle et à se questionner sur l'avenir finalement de notre filière laitière au sein de la ferme de la Tremblay, à la fois sur des questions de bien-être animal, de protection de l'environnement et de confort de travail pour les éleveurs, les équipes. Un point qui est très important aujourd'hui, penser finalement à qui travaillera demain dans ces exploitations, aux générations futures. Et donc s'est posé la question de rénover l'existant, de ralentir pourquoi pas, de repartir d'une feuille blanche, ou de repartir d'une feuille blanche. Et voilà, et donc le résultat aujourd'hui on l'a là. Le résultat il est là, c'est qu'on a cru réellement à la production laitière issue de notre élevage de vaches et qu'on a décidé de faire un pari vraiment d'avenir qui répond à tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire des enjeux environnementaux, socio-sociétaux et puis surtout de mettre nos équipes d'élevage dans des bonnes conditions de travail. Ok.
La stabulation, bâtiment presque neuf, hein, mis en service en 2023. Oui, juillet 2023. Juillet 2023, un bâtiment où on a privilégié les grands volumes, la luminosité. On a l'impression d'être dedans dehors en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelles ont été les motivations pour arriver à ce résultat? C'était vraiment un vrai objectif, c'est-à-dire de pouvoir se projeter sur un élevage dans 15 ans, 20 ans avec ce qu'on connaît du changement climatique aujourd'hui. Des hivers parfois qui vont être beaucoup plus humides, des étés beaucoup plus chauds. Ouais. Et on doit protéger nos animaux face à ce changement-là. Ouais. Et donc aujourd'hui on sait, de par à la fois des études scientifiques très claires qui montrent ça, mais aussi de ce qui s'est fait à travers le monde, qu'on a besoin de grands volumes. Une vache, c'est un grand gabarit avec des tout petits poumons, donc il faut de l'air de grande qualité, il faut une ventilation qui est régulière, continue, mais sans courant d'air, ça c'est un point très important. Et on doit protéger nos animaux de la chaleur et du rayonnement solaire. Et on doit chasser l'humidité de ce bâtiment le plus rapidement possible. Les grands volumes, les côtés ouverts, les fêtages, c'est vraiment très important pour pouvoir garantir une ventilation avec un environnement qui est sec, sans gaz, très important, sans ammoniac. Donc, quand on est arrivé dans ce bâtiment, en fait, moi, ce qui m'a tout de suite surpris, en fait, c'est cette organisation avec globalement des grandes aires d'exercice. Comment vous avez organisé ce bâtiment? Bâtiment qu'on a organisé comme ça aujourd'hui, mais qui est très évolutif aussi. Ça, c'était un point très important. On a 3 races différentes dans le troupeau. En fait, on a de la jersiaise, à peu près 70-80 jersiaises. On a de la Primolstein historiquement et on fait du croisement de race entre de la Primolstein et de la rouge norvégienne. Ok, d'accord. Et donc finalement, c'est un bâtiment globalement que de vaches adultes. On a un lot de 60 vaches jersiaises, un lot de 60 vaches Primolstein qui sont plutôt des hautes productrices au début de lactation, et un lot fin de lactation qui peut être des Primolstein ou des jersiaises. Et donc avec une ration adaptée aussi. D'accord, donc un allotement avec pour objectif prioritaire l'alimentation. L'alimentation en rapport avec soit la race, soit la production. C'est des lots de 60 vaches. Donc ça fait 3 groupes de 60 vaches, 180. Ensuite, on a tout un pan où on a pour le coup de la contention, où on va avoir des vaches en préparation mise bas et des vaches qui viennent de mettre bas, et donc on les suit pendant une dizaine de jours après la mise bas pour être sûr du bon démarrage de la production laitière. Ok, donc dans ce bâtiment, on a tout l'effectif en fait laitier adulte. Tout à fait, sauf le premier mois de tarissement qui est dans un bâtiment à part où il n'y a pas d'enjeu qu'elle soit au milieu des autres vaches en production ou en surveillance. Donc c'est un bâtiment qui est avec les génisses en croissance. Donc j'ai évoqué les aires de couchage plutôt vastes, très dimensionnées. Raconte-nous là aussi ton choix puisque c'est intéressant. C'est vrai qu'on partait d'un système où ça faisait 13 ans, 14 ans qu'on avait des logettes sur matelas. Et on a fait le choix de ne pas reconduire les logettes et de partir sur des litières malaxées compostées. Donc du compost barn bedding. Et en fait, c'est basé vraiment sur beaucoup plus de mètres carrés par vache. Globalement, on a 12 mètres carrés par vache de couchage. Surtout de se baser sur des litières que moi je considère comme plus durables, issus de cultures pérennes, donc du miscanthus ou du copeau de bois. On est entouré de forêts de Rambouillet. Et donc c'est deux ressources. Le miscanthus que vous avez planté? Qu'on a implanté, on a à peu près une quinzaine d'hectares de miscanthus implantés. Et puis il y a une grande filière autour de nous de miscanthus qui s'est créée. Et l'intérêt de ces cultures-là, c'est que le pouvoir absorbant du miscanthus est 10 fois supérieur à la paille. Bien sûr. Donc très intéressant, notamment pour nous, la transformation laitière en fromage et notamment pour le lait cru, d'avoir des animaux avec des rayons très propres, très sains et toujours secs. Voilà. Et donc cette litière de miscanthus est malaxée donc, tous les jours? Après chaque traite. D'où le système de traite qu'on a en batch milking, donc on va découvrir tout à l'heure, 2 fois par jour, ce qui nous laisse du temps pour brasser la litière, la malaxer et la faire sécher. Et avoir une fois que la litière est en place, quelle est sa durée de vie pour arriver à saturation et considérer qu'il est temps de la changer? Avec 2 ans et demi, 3 ans de recul aujourd'hui, on cure 3 fois par an. On a deux curages pendant l'hiver et un curage sur toute la phase estivale, ce qu'on considère comme très raisonnable, et surtout ça fait des composts très riches et très carbonés pour enrichir nos sols. Donc c'est vraiment un amendement une superbe source d'engrais organiques. Et c'est très complémentaire du digesta issu de notre méthaniseur qui lui vient nourrir la culture. Et donc on a vraiment un compost qui nourrit le sol et les micro-organismes du sol, et puis un digesta qui vient nourrir la plante. Donc très complémentaire. Ok, donc là on arrive, Baptiste, au deuxième bâtiment stratégique pour l'élevage, avec l'élevage des génisses et
Les vaches taries. Donc c'est tout le renouvellement du troupeau, le futur du troupeau. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est exactement le même bâtiment. Exactement le même bâtiment. Donc ça aussi, ça a été une volonté de standardiser un petit peu les bâtiments pour que ça soit très évolutif. Donc là, les génisses sur notre gauche. Voilà. Qui sont annotés par âge, j'imagine. C'est par âge ou gabarit, parce qu'on a aussi des races différentes. Donc entre les Jersiaises et les Primo-Holstein, il peut y avoir quelques différences. Ouais. Et on va dire que jusqu'à 10 mois environ, elles sont mélangées en termes de races. Et après 10 mois, on va séparer les races pour mieux gérer la période de mise à la repro et en insémination. Okay. Et donc c'est à ce stade-là où il y a un changement de ration. Et c'est aussi à ce stade-là où elles sont équipées de tags pour pouvoir suivre la détection de chaleur, la santé et tout ce qui va être bien-être. Tiens, en passant, dis donc, je vois la table d'alimentation avec un beau mash. Donc ça, c'est quoi ce mash? C'est un mash foin de luzerne, farine d'orge ou de maïs, ça va dépendre. Ouais. Tourteau de colza gras. Ok. Et mélasse. En fait, ce mash-là, l'objectif, c'est de ne pas avoir à le faire tous les jours. Donc, c'est une distribution à la semaine. Donc, pour avoir une bonne conservation, on est sur une ration qui est relativement sèche. Bien sûr. Et suffisamment à la fois énergétique et protéinée pour une bonne croissance. On sait que la croissance, il faut la faire avant 6 mois. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on mise. Après, on est sur un changement de ration total pour la période de reproduction et qui est beaucoup moins concentré. Donc, c'est préparé dans votre mélangeuse? Oui. Une fois par semaine? C'est ça, à peu près? Par semaine, ouais. Ok, très bien. Et donc de ce côté-là, on est donc sur les vaches taries. Donc là, on a toutes les vaches premier mois de tarissement et les génisses confirmées gestantes. Ok. Donc on voit, il n'y a plus non plus de contention à ce niveau-là. Donc les animaux qui ne nécessitent pas d'avoir du tri, des inséminations, de la contention, il n'y en a pas du tout. C'est tout libre et aéré comme on peut avoir dans l'autre bâtiment. Ok. Donc là, on est plutôt sur une litière paille avec un renouvellement peut-être un peu plus rapide. On est sur une litière paille parce que justement il y a plus de l'eau, donc plus de barrières. Et on peut pas malaxer comme il y a beaucoup de barrières. Et un renouvellement pas si fréquent que ça parce que c'est aussi des animaux qui sont un peu plus secs et plus petits gabarits, notamment pour les génisses. Donc la ration génisse, on retrouve de la paille, de la luzerne. Du maïs en silage. Paille, luzerne, maïs en silage et luzerne en foin ou en enrubanage, ça va dépendre un petit peu de la période. Ok, alors justement, on parle de maïs en silage. C'est la transition parfaite pour que tu nous parles un petit peu de la gestion culture et plutôt avec un petit focus sur le maïs, puisque tu es client déjà depuis quelques années chez Vital sur des hybrides maïs. Et compte tenu de ta passion sur cette production, je sais que tu fais aussi beaucoup d'essais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure? Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis originaire de Pau, dans le sud-ouest. Donc c'est grande région à maïs. Et la part de maïs dans l'alimentation totale de nos troupeaux, que ce soit en chèvre, plus pour du grain ou du maïs épi ou en vache, elle est importante, y compris dans la place dans l'assolement, dans les rotations. C'est très complémentaire de fourrage comme de la luzerne, par exemple, qui pousse très très bien dans le secteur. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre nous et les voisins, on cultive ensemble pour nos troupeaux 130 à 140 hectares de maïs par an. Okay. Et on a fait le choix de travailler avec des multivariétés et multi-distributions depuis pas mal d'années et de se lancer dans pas mal d'essais pour comparer finalement ce qui correspond mieux à nos types de sol, à nos volontés d'avoir tel et tel type de fourrage et d'aliments. Comme toujours, deux priorités. Un, le rendement hectare. Et deux, la valeur alimentaire. Valeur alimentaire et la digestibilité. Mais finalement, on intègre beaucoup de nouveaux paramètres dedans, et notamment des paramètres agronomiques sur quel maïs va être adapté au sol et sur des sables, la résistance au stress hydrique, qui est un élément très très important pour nous. Bien sûr. Sol très léger, qui peut être très froid à un moment et réchauffer très vite et voire parfois être trop séchant. Donc on suit aussi ces paramètres-là, puis tous les aspects sanitaires aussi, mycotoxines, comment on a des maïs sains. Bien sûr. Alors justement, on est en fin de campagne, les maïs ont été récoltés. Oui, tout est dans le tas. Est-ce qu'on peut faire un bilan de campagne? Plutôt très positif sur toutes les parcelles globalement. On a des rendements qui doivent être autour de 17-18 tonnes de matière sèche cette année, donc quand même très malgré l'été très stressant, notamment d'un point de vue hydrique. On a quand même eu la chance nous d'avoir un peu d'eau sur le mois de juillet en pleine floraison. Et ce qui nous a bien aidé pour le remplissage du grain. On a eu des remplissages de grains maximum sur cette année, ce qui n'est pas le cas partout. Et alors les variétés vitales dans tout ça? Parce que tu avais une bonne dizaine de variétés encore cette année en test. On avait une dizaine de variétés en test au total. Les variétés vitales, elles pèsent peut-être 80 à 85% de ce qu'on a implanté, avec 4 variétés différentes au total de chez Vital. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on axe sur des variétés très fourrage sur certaines parcelles,
plus mixte sur d'autres et typé grain sur certaines. Et donc, on va ajuster en fait le mode de récolte en fonction du stade auquel on est à ce moment-là. Et donc, des variétés mixtes s'en sont beaucoup mieux sorties cette année pour nous. Et on a récolté ces variétés mixtes plus en fourrage, par exemple. Donc, je regardais tout à l'heure, avant de rentrer à la ferme, tu avais Jam, Triangle, Delsa, par exemple, voilà, qui sont des variétés. Et cette année, la variété Triangle, par exemple, on essayait pour la première fois. C'est une nouveauté au catalogue. Voilà, c'est la première fois qu'on l'essayait. Sur une des parcelles, on atteint 23,9 tonnes de matière sèche. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait dans le passé. Et là aussi, avec des critères de digestibilité, de valeur alimentaire qui sont très, très élevés, forte digestibilité, forte teneur en amidon, en tout cas sur les essais qui ont été mesurés, donc très très positif. Et l'année dernière, la variété record qu'on a eue chez nous, c'était la Jam. Plutôt une année assez pluvieuse, humide et qui a explosé les records sur tous les critères. Ok, bravo. Voilà, on se dirige vers le gros boudin de maïs. Donc là, on est sur du maïs épi ensilé. On fait ça depuis pas mal d'années maintenant et on trouve que c'est très intéressant parce que à la fois on récolte que l'épi, ce qui permet de laisser les tiges et feuilles au sol pour amener de la matière organique. Tout à fait. Très important pour nous. De reconcentrer très facilement les rations. C'est un peu plus sec. On est sur une récolte à 55% de matière sèche. Et puis la mise en boudin pour nous est très intéressante. On a une très bonne conservation. D'accord, donc c'est sous-traité avec un entrepreneur. On a un entrepreneur qui vient, qui fait le chantier complet, nous aide dans la mise en boudin et zéro perte. Et donc ça, c'est je vois ça. C'est vrai que la conservation est superbe. Ouais, elle est vraiment super du haut en bas. Et comme on a un avancement suffisamment rapide, il n'y a pas de chauffe du tout y compris pendant. Ok. Et donc reprise directe avec la fraise de l'automotrice. On arrive avec l'automotrice, on récupère et on part, on mélange. Donc ça fonctionne très bien et ça reste appétant. En prolongement des innovations sur la qualité des logements et toutes ces originalités, on arrive là sur le post-traite, avec là aussi une grande innovation qui a dû sans doute nécessiter un peu de réflexion, sans doute aussi pas mal de visites en élevage. Raconte-nous ton histoire, puisque tu as décidé de mettre en œuvre sur la ferme de la Tremblay, la traite selon la technique patch milking. Exactement, et c'est vrai que c'était assez innovant et atypique. On n'en avait jamais entendu parler vraiment en France auparavant. Historiquement, on était sur une salle de traite 2x10 en traite par l'arrière, assez classique, avec, on peut le dire assez facilement, une difficulté de trouver des éleveurs pour faire cette traite. Et quand on construit pour 200 un bâtiment neuf pour 200 vaches et qu'on se projette sur les 15-20 prochaines années, c'est important de tout penser, y compris le système de traite et comment on conduit et on manage cette partie-là de nous. Et la traite robotisée qui se développe partout en France aujourd'hui était une réponse évidente pour nous. Mais avec la distance entre les concessionnaires de traite, on n'est pas dans un grand bassin laitier finalement en France, mais aussi les nouvelles techniques de couchage qu'on voulait mettre en place. Le batch milking, c'est-à-dire 2 traites par jour, matin et soir, donc on garde le rythme de traite d'une salle de traite, tout en pilotant de manière automatisée, robotisée la traite. On a 6 stalles de traite et on garde les avantages de chaque système en s'affranchissant de tous les inconvénients de chaque système. 6 stalles, ça nous permettait d'avoir 60 vaches à l'heure en termes de rythme de traite. Il ne faut pas du tout raisonner en nombre de vaches par stalle et ça nous permet d'avoir 3 heures de traite matin, 3 heures de traite soir. C'est le temps qu'il faut à l'éleveur pour faire toutes les autres tâches d'élevage, c'est-à-dire nourrir les animaux, faire les soins aux veaux, éventuellement les inséminations, malaxer les litières, ramener les vaches jusqu'à l'aire de traite, enregistrer les données, faire toute l'analyse qui est nécessaire. Et quand la traite est terminée, l'éleveur a terminé ses tâches d'élevage qui sont en fait en parallèle. Donc tout est assez optimisé, mais c'est optimisé aussi en termes de confort pour l'animal, de qualité de lait. Et c'est idéal pour la transformation. Donc tu as fait le choix d'aligner en fait toutes tes stalles. Il y a 2 raisons principales. Le premier, c'est très évolutif. On peut rajouter facilement 2 stalles supplémentaires. Je crois même que tu as déjà prévu. C'est déjà prévu. Mais le fait de le faire en aligné, c'est pour les tuyauteries, pour les énergies, pour la maintenance et pour l'évolution, c'est très très facile à réaliser. Le deuxième choix, c'est que c'est un système où les vaches, naturellement, quand elles vont arriver dans l'aire d'attente, elles vont se dispatcher du début à la fin et pas se concentrer vers un angle, comme on peut le voir dans certains systèmes. Donc pour l'instant, tu es resté sur le système assez classique de 2 traites par jour. Oui. Mais qu'est-ce qui t'empêche de passer à 3 traites pour aller chercher encore 3, 4, 5, 6, 7 litres de plus? Globalement, rien d'un point de vue technique, mais on a souhaité
on va dire, mettre en place un système d'élevage qui est équilibré à tout niveau, et on pense que l'équilibre de temps de travail et humain est aussi très important à respecter. Bien sûr. Et donc 2 traites par jour nous convient très bien aujourd'hui. Donc la première traite le matin à partir 6 heures. de 6 heures. Ouais, on a gagné 1 heure, c'est 1 heure par éleveur de temps de sommeil, ce qui est précieux. Ok. Et donc il faut combien de temps à peu près pour la traite du matin et passer les 180 vaches? 6h, 10h. Ok. Et la deuxième traite l'après-midi? On reprend à 15h30. 15h30. L'objectif, c'est qu'à 19h30, 20h ou plus tard, tout est terminé. Aussi. Il y a un seul éleveur pour manager les 200 vaches du troupeau, et donc il travaille en binôme pour pouvoir alterner le rythme donc de travail. un vacher le matin, un vacher l'après-midi. C'est ça, tout à fait. Et un week-end sur 2. Bon là Baptiste, on a pris un peu de hauteur, on arrive dans la passerelle qui nous permet de superviser les 6 stalles de robots, et c'était aussi un endroit un peu stratégique. Je vois toutes ces tuyauteries là. Donc on a vraiment cette passerelle technique qui est inspirée du premier système de batch milking en Europe qui était en Italie. Okay. Et on concentre en un seul lieu 100% des énergies, du lactoduc pour le lait, du vide, mais aussi des aliments. Et ça facilite l'entretien, la maintenance, et on a à la fois aussi une vue globale sur ce qui peut se passer au moment de la traite et des équipements. En début de reportage, Baptiste, on a vu tous les avantages énumérés sur l'usage de Miscanthus en tant que litière pour ensuite faire un super engrais organique. Hein, j'ai compris ça. Là, on est au champ, on est dans le Miscanthus. Donc, tu peux nous raconter un petit peu sur la culture? Parcelle de Miscanthus qu'on a implantée au printemps 2023. On a fait notre première vraie récolte au printemps 2025, donc 2 ans après. On a sorti 11-12 tonnes de matière sèche hectare pour la première récolte. On est plutôt satisfait. Pour nous, c'est très important de remettre en place des cultures pérennes. À la fois qui ont un rôle de biodiversité, de générer de la litière pour nous, pour nos animaux, et donc de gagner en autonomie, de sécuriser des volumes récoltés pour être moins dépendant des changements, variations climatiques qu'on peut avoir. Et puis il y a un point nouveau qui est essentiel à la fois dans notre filière laitière, mais aussi nous pour la valorisation de nos fromages, c'est la décarbonation. Voilà, la ferme de la Tremblay, on est pleinement engagé dedans et vraiment moteur et pionnier dans cette démarche, à travers des pratiques culturales innovantes comme l'implantation de Sylphy ou l'implantation de Miscanthus, mais aussi on a replanté avec les habitants du village des arbres, des haies. On a fait les premières récoltes de nos pommes qui sont en pré-verger au milieu des pâturages. Et puis c'est comment on optimise au sein de l'élevage nos performances et notre système de management de l'élevage pour émettre moins de méthane, pour compenser les émissions méthane et CO2 qu'on peut avoir, et avoir une production laitière et fromagère décarbonée. Ok, quand tu parles décarbonation, en fait, on pense tout de suite à la forêt. Hein, on a tous ça en tête, décarboner forêt. Oui. Mais en fait, on sait aussi qu'une culture comme celle-ci, c'est en capacité de décarboner au même niveau qu'une forêt, en fait. Au même niveau qu'une forêt, au même niveau qu'une prairie permanente. Sauf que là, l'intérêt, c'est qu'on le récolte pour l'élevage laitier, donc dans la même filière. Mais au même titre qu'on génère aussi du bois et de la plaquette forestière qu'on met dans nos litières. Donc Baptiste, lors de la présentation d'introduction tout à l'heure avec le fonctionnement d'exploitation globale, tu nous as aussi parlé de l'atelier chèvres. Nous y sommes pour finir ce reportage. Oui, tout à fait. Donc on a des chèvres depuis les années 2000, ça fait 25 ans qu'on a des chèvres, qui nous a permis en fait de vraiment compléter la gamme fromagère au sein de la ferme de la Tremblay, d'avoir une vraie diversité avec une logique de valorisation, de transformation. Et de transformation. C'est des alpines chamoisées, mais aussi une race qui est la Murciano Granadina, qui est une chèvre un peu comme la jersiaise mais pour la chèvre. Donc moins de lait mais très riche en matière grasse et matière protéique. Très important pour nous au sein de la ferme de la Tremblay d'avoir cette chèvrerie et nos vaches laitières qui sont très complémentaires. D'accord, donc entre 450 et 500 chèvres 500 chèvres à peu près. 500 chèvres en production. En production, et c'est une production saisonnée. On a des périodes dans l'année où il n'y a pas de lait du tout. Et aujourd'hui, on explique à nos clients qu'on ne va pas produire du lait tout au long de l'année, et c'est très important. Bah écoute, en tous les cas, merci pour ce tour d'horizon qui était juste incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir toutes vos originalités, toutes vos innovations. Ça fait déjà quelques années que la ferme de la Tremblay est client et fidèle client
chez Vital Concept, et pourtant c'est pas la porte d'à côté. Mais explique-nous un petit peu l'histoire, votre aventure avec Vital Concept. Ben, c'est vrai que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on peut travailler ensemble. Le point de départ, c'est certainement qu'on a toujours cherché à être une ferme qui fait des choses différentes, qui est à la pointe, qui est avant-gardiste. Et on n'est pas forcément dans une zone avec beaucoup d'élevage, on est dans une zone très céréalière. Plutôt, ouais. Et pour aller chercher de la nouveauté, de l'innovation, il n'y a rien de mieux que de pouvoir profiter de services et de matériel mis à disposition, qui cherche toujours à la pointe et la performance. Et donc c'était adapté à nos besoins finalement. Ok, très bien. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour ta confiance. Et j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Merci d'avoir participé à notre volet recherche et développement sur la partie maïs. Et les résultats démontrent que ça mérite de poursuivre dans ce sens. Et puis on se dit à très vite en fait. Ça marche. À bientôt Baptiste. À merci. Bientôt. C'était déjà le 3e format de notre rubrique Les pieds dans les bottes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bien entendu, c'est avec un grand plaisir que nous nous permettons de vous transmettre toutes ces informations très riches chez nos clients. Vous aussi, si vous avez des idées intéressantes à nous suggérer ou tout simplement nous faire partager vos expériences, nous nous ferons un plaisir d'aller à votre rencontre pour faire partager à l'ensemble de la communauté tout ce qui se fait de bien dans notre belle agriculture française.